nous faire porter la violence, la non-retenue, le casse, brûlure. Non, refusons cette image. Nous avons la force morale, la force spirituelle, la force physique. Nous pouvons nous retenir. Voilà, nouvelle sortie vendredi dernier du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, le M5 RFP, on vient de le voir à travers ces images de Mali Online de Hamidou Sampi qui a mobilisé à Bamako sur le boulevard de l'Indépendance, mais pas seulement, puisqu'on apprend également qu'il y a eu des manifestations à Caille, Sikasso, Mopti, à Paris et New York. Les lignes ont-elles bougé après ces manifestations? Qu'en est-il de l'exigence de démission du président Ibeka? Que retenir de la mission de la CEDEAO au Mali? Et quid de cette démission annoncée à la Cour constitutionnelle? Des questions que nous allons aborder avec nos invités. M. Cheikh Konaré, avocat, Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune, Makan Kone de Nouvelle Libération et Serge Daniel, journaliste écrivain. Pour camper le décor, on va revenir sur ces images Makan. Cette prise qui est l'image du jour, on va le voir pour beaucoup d'observateurs. On voit l'imam Diko qui appelle les manifestants à la retenue. C'est une image qui va arriver, image, réaction, Diko. Oui, Makan, beaucoup pensent que c'est un peu l'image du jour, cette prise de l'imam Mahmoud Diko. Oui, je le pense aussi, comme en tout cas tous ceux qui ont vu venir ces meetings, qui ont vu la foule, vous venez de publier ça tout à l'heure, avec l'image du drone qu'on voit, on voit mieux depuis Babemba jusqu'au delà, jusqu'au vers le NSUP, on voit la foule. Donc moi je crois que comme tout le monde, on sait que si jamais cette foule, comme il l'avait été annoncé quelques minutes auparavant, cette foule s'était dirigée vers Koulouba, personne ne peut prévoir ce qui allait se passer. Et je crois que l'imam a beaucoup joué, peut-être qu'on va en parler, il a beaucoup joué au calme. Au début, les gens n'ont pas compris parce qu'eux-mêmes disaient aux gens, si on sort, on rentre plus, si on sort, on rentre plus. En fait, des radicaux étaient partis vraiment pour en découdre carrément. Personne ne gagne rien dans ça. C'est qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a une crise, il y a des gens qui réclament des choses. Tout le monde doit essayer de voir comment est-ce que le pays, tout le monde doit mettre le pays au-dessus de tout ça. Comment est-ce que le pays peut sortir grandi? Parce qu'en fait, moi, je crois que c'est ça la raison que tout le monde sait, c'est ce que tout le monde veut. Il faut que le Mali sorte grandi de ça. Donc, je crois que l'imam Diko, il a joué un grand rôle ce jour. Oui, Alexis, ce geste-là qui sauve d'apaisement malgré les craintes, malgré les inquiétudes. Oui, je fais partie de ceux qui avaient dit tout faire pour qu'il n'y ait pas une seconde sortie ce vendredi-là, au vu justement des échauffourées qu'on avait vues la première fois sur la route de Sebeni-Koro au niveau de Djikroni. Et cette fois-ci, je craignais justement en entendant les faucons qui vraiment étaient en train de dire il faut qu'on en découse, il faut que ce soit l'assaut final. Mais oui, Diko a été la pièce maîtresse. D'ailleurs, c'est lui le fédérateur de tout ça. Donc, je pense que là, on a vu l'imam, celui qui s'adresse, objecteur de conscience, qui soulève les questions, mais qui n'est pas prêt à aller au-delà de l'acceptable. Donc, oui, ça, on peut à ce niveau-là retenir cela quand même. Oui, maître, tout se passe bien finalement, hein, cet extrait de l'imam. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de paralyser le pays, mais gardons notre calme, appelons à la retenue. C'était pas évident hein, à l'issue de cette manifestation de vendredi. Oui, je crois qu'il y a quelque chose d'important à constater. Pour ce qui est de sortir les foules, le M5 RFP les a sortis. La capacité de mobilisation du M5 ne fait plus de doute. Mais ce qui ne fait plus non plus de doute, c'est que avec des manifestations pacifiques,
on ne peut pas faire partir un président de la République. La troisième chose qu'il faut constater, c'est que cette foule, on ne peut pas l'ignorer. Le président de la République ne peut pas ignorer tout ce beau monde-là qui envahit les rues tous les vendredis. D'accord. Et donc, nécessité faisant loi, il est bon qu'aujourd'hui, les deux partis mettent la balle à terre et s'entendent sur un compromis historique. Oui, Serge Daniel, on est toujours sur la photo. Ce jour-là, le Mali avait gardé son souffle, retenait son souffle. Oui, tout à fait. Il y a 2 semaines, je disais que le chef de la contestation de l'opposition, c'était Mahmoud Dicko. Aujourd'hui, je suis tenté de dire qu'il est doublement le chef de la contestation, à cause justement de cette image-là, parce qu'il a pris un galon si il faisait de la politique, on aurait dit un galon d'homme d'État. Parce qu'effectivement, pour une fois, Alexis était là-bas, je l'ai vu cette fois-ci. Si vous voyez ce qui s'est passé sur place, c'est qu'à un moment, tout le monde a paniqué. On s'est dit, qu'est-ce qu'il allait se passer? Moi, j'étais à côté d'un sapeur-pompier qui m'a regardé, qui m'a dit, Serge, moi, je n'ai pas répondu parce que j'ai eu un peu peur. Mais il a calmé les gens en disant, écoute, calmez-vous. Il a parlé en bambara, mais il a parlé également en français pour prendre l'opinion publique à témoin. Et c'est ça, un chef, je dirais, que ce jour-là, il a gagné un nouveau galon, un autre galon de chef de la contestation. Donc c'est lui qui mène la danse. Il est écouté par le public. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'il était moralement responsable de ce qui allait probablement se passer. D'accord. On va revenir sur le boulevard de l'Indépendance. Le temps d'ouvrir cette parenthèse pour se situer dans la chronologie des événements, puisque 48 heures auparavant, une délégation de la CEDEAO était à Bamako. Alexis Calambri, cette mission, on pensait qu'elle allait pouvoir obtenir l'annulation de la manifestation, ou bien vous pensez que ça ne devait pas être sa priorité? C'était, en fait, je pense que c'était même l'objet de sa venue, mais bon, finalement, c'est vrai que personnellement, je n'ai pas en haute estime la CEDEAO, mais là encore, je pense qu'elle n'a rien obtenu et finalement n'a même pas compris le pourquoi de sa visite. Je ne sais pas si elle a pesé pour que Dicko reste sur cette posture pacifique, qu'on lui connaissait d'ailleurs, parce que si vous vous souvenez, il avait eu à dire qu'il n'est pas un casseur du Mali. Maintenant, franchement, je n'ai pas vu quelle est la plus-value apportée par la délégation de la CEDEAO. Est-ce que c'était la peine, Macan? Est-ce qu'il fallait laisser pourrir la situation pour envoyer une délégation de la CEDEAO? Elle aurait pu intervenir auparavant, très tôt, cette mission. Moi, je crois contrairement à mon grand frère Alexis, moi, je crois qu'elle a dû intervenir avant, mais discrètement, peut-être bien. Et cette visite, et je crois qu'elle a quand même, quoi qu'on dise, hein, le fait même que ces ministres se soient déplacés, cette délégation se soit déplacée pour venir parler aux uns aux autres, a pu calmer un peu le jeu, ralentir les gens, diminuer un peu dans l'ardeur des uns et des autres. Et puis, on a dû le constater, peut-être que les gens, on a dû l'oublier, mais sur le jour du meeting, il y a beaucoup de leaders, à commencer par Dicko, qui ont dit, on les a dit qu'on n'est pas des casseurs, et que cette marche, Choguel l'a répété à maintes reprises, sur toutes les tribunes, on a dit à la CEDEAO, on va marcher, il n'y aura ni feu brisé, il n'y aura aucune cache. Moi, je crois que cette promesse aussi a été comme une pression sur au moins les leaders. C'est pourquoi Dicko a insisté. Dans le lendemain, hier matin, par exemple, avant leur départ, hier après-midi, la délégation de la CEDEAO est passée chez Dicko. Je crois que tout ça, ça les a très surpris. J'ai entendu Choguel dire hier soir que nulle part en Afrique, et que c'était la délégation de la CEDEAO qui les a dit que nulle part en Afrique, ils ont vu une telle mobilisation et qu'il n'y a eu aucune casse. Parce que c'était très important. Ils ont dû jouer quand même un petit rôle. Bon, les gens pensent un peu à la CEDEAO de 2012 qui nous a amenés dans toute cette histoire. C'est vrai qu'on les qualifie plus de syndicats et tout. Ils ne se lèvent pas tôt et puis bon, leur communiquer aussi, peut-être qu'on va revenir. Les gens, ils s'attendaient à un peu plus... oui, mettre sur cette mission de la CEDEAO à Bamako. Moi, je trouve que la mission de la CEDEAO a été utile. D'abord, parce qu'au Mali, on ne voit pas qui est en train de jouer un rôle de médiation. Tous les médiateurs traditionnels
sont partis en faillite. Tout le monde est acteur dans ce pays et on ne peut plus, et on ne trouve plus personne pour parler entre les protagonistes. L'idée m'était même venue à moi de créer un comité de médiation, mais j'ai réfléchi, je n'ai pensé qu'à Serge, Alexis et autres, et je me suis dit que c'est l'échec. C'est l'échec assuré. Alors, donc, que des gens viennent de l'étranger, qui sont censés regarder les choses d'un œil nouveau, d'un œil neuf, je pense que c'était une bonne chose. Et les promesses qui leur ont été données ont pu apaiser la situation et éviter le pire. Et puis la CEDEAO a fait des propositions. Ça peut servir de base de négociation. La CEDEAO a fait des propositions qui, à mon avis, peuvent servir de base de négociation en l'absence d'autres choses. Oui, mais c'est important ce que dit, je le rejoins, ce qui est bizarre. C'est important que la CEDEAO soit arrivée. L'arrivée de la CEDEAO, c'est l'échec de la médiation malienne. Je me souviens en 2012, on avait un médiateur de la République qui est devenu après Premier ministre, qui jouait si vous vous souvenez, entre la junte et le président Diokounda Traoré. Il s'en est sorti, Django, quand même. Il est devenu Premier ministre après. Maintenant, aujourd'hui, on n'a personne pour parler. Ou on n'a pas de voix qui porte, de voix locale qui porte. Donc c'est un échec. C'est un échec pour nous. Mais l'arrivée de la CEDEAO, pour moi, c'était quelque chose de très important parce que j'ai suivi cette visite. Ils ont demandé effectivement à la contestation de surseoir à la manifestation, mais ce qui a été répondu, Choguel l'explique très clairement, c'est qu'ils étaient trop avancés pour arrêter la manifestation parce qu'elle devait se dérouler à l'intérieur, etc. Mais ils ont pris l'engagement de ne rien casser. Ensuite, si vous voyez ce qui a été proposé, deux choses essentiellement. Ils ont demandé la formation d'un gouvernement d'union nationale et puis quand même, ils ont cassé la Cour constitutionnelle en disant reprenez les élections là où il y a contestation parce que le détonateur de la crise au Mali, c'est la Cour constitutionnelle, ils l'ont dit clairement. Ensuite, si vous connaissez les mécanismes de la CEDEAO, j'en aurais terminé, ça veut dire qu'ils sont venus en éclaireur. Je peux vous dire, par exemple, d'après mes informations, on a 3 chefs d'État africains, des poids lourds de la CEDEAO qui vont venir avant la fin de la semaine. Donc on ne peut pas dire que c'est une visite, une mission d'apaisement pour rien, comme le dit Alexis. Ils sont venus en éclaireur, ils ont obtenu que la marche ne déborde pas, parce que Diko a pris des engagements, les autres ont pris Modibo Sidibé, Choguel Maïga, Moutagatal, Cheikh Oumar Sissoko, Oumar Mariko, si vous ne les citez pas tous, ils seront jaloux, mais ils ont pris des engagements qu'ils ont quand même respectés. Donc la mission de la CEDEAO, pour moi, était une mission d'éclaireur, une mission d'apaisement, ils ont réussi à apaiser, et nous allons avoir, avant la fin de la semaine, d'après mes informations, 3 chefs d'État qui vont venir pour continuer le boulot. Oui, c'est-à-dire, on ne peut pas me dire quelque chose que la CEDEAO, la mission de la CEDEAO a obtenue, qui n'avait pas déjà été consentie aux négociateurs locaux, aux chefs d'État étrangers qui avaient appelé les deux camps et aux légitimités coutumières maliennes qui avaient déjà intervenu, aussi bien dans un camp que dans l'autre. Et si vous prenez franchement le communiqué, il n'y a rien de nouveau dedans. Et d'ailleurs, aussi bien qu'en 2012, la CEDEAO, franchement, dans son premier communiqué et dans les discussions à huis clos qu'elle a eues avec les camps, passait vraiment à côté. Je pense que si on dit peut-être leur présence, du fait que dans les camps, on a vu, il y a une autorité ou du moins il y a un regard international qui est là pour voir les choses et que ça ait pu jouer, peut-être, mais en dehors de... D'accord. Nous avons obtenu que la manifestation, d'abord ils s'étaient engagés à ce que la manifestation ne déborde pas, mais d'avoir pris cette promesse, cet engagement devant la CEDEAO, et que la manifestante, tu l'as dit tout à l'heure, je n'avais pas suivi Choguel, la délégation de la CEDEAO, la délégation de la CEDEAO, je vais en placer une, la délégation de la CEDEAO aurait dit à la contestation, vraiment, on n'a jamais vu ça dans un pays où il y a une manifestation comme ça sans casse. Ils ont servi à quelque chose. Mais la visite, la mission de la CEDEAO a été sanctionnée aussi par un communiqué de la part du M5 RFP, qui, voilà, n'est
peut-être pas d'accord avec les propositions et continue toujours sur sa doléance de démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Mais c'est une stratégie de oui, négociation. absolument. Il n'y a pas de problème. J'avais oublié de dire, en fait, la mission de la CEDEAO devait retourner le même jour. Ils sont restés, ils ont dit, vu bon, deux fois Diko, comme tu as dit, ils ont vu deux fois le président, et ça veut dire que ce n'est pas une mission pour rien. Voilà, on va dormir ici pour être nous. C'était important, même à la place du meeting. Diko a dit, il y a des étrangers chez nous. Donc c'est important. Donc moi je crois que la présence déjà, surtout qu'il reste et que le meeting se passe pendant qu'ils sont ici à Bamako, c'était important, Alexis. Mais l'autre chose, c'est que moi je ne suis pas très d'accord avec le communiqué du M5 RFP. Je dis pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas aujourd'hui intérêt, le M5 RFP, à mettre la communauté internationale à dos. Les gens, ils sont venus, ils ont fait des propositions. Donc moi, je crois que le communiqué était un peu plus dur. Parce que, et puis, bon, je me dis, ils n'avaient même pas besoin de réagir au communiqué de la CEDEAO, en réalité. Parce que comme Alexis l'a dit, ils ont proposé tout ce que tout le monde a proposé. Un gouvernement d'union nationale, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale. C'est bon, maintenant ils sont partis. Entre nous Maliens, on s'assoit, on parle. Bien entendu que la communauté internationale est toujours là, et Serge vient de le dire. Ouais. Si les chefs d'État aussi venaient, je crois que c'est bon, on peut s'entendre sur ça. Oui, mais Maître Konaré, si on se met dans la logique du M5 RFP, c'est comme si la CEDEAO connaît très bien le dossier malien, puisqu'en octobre 2018, après la présidentielle de 2018, une délégation de la CEDEAO était là. Au M5, on pense que la CEDEAO n'a pas fait assez pour empêcher le Mali de basculer dans ce qu'il connaît aujourd'hui. Oui. Si je me mets dans la logique du M5 RFP. Oui, vous savez, la venue de la CEDEAO a permis d'avoir un acquis, l'existence d'un médiateur. Parce qu'il n'y a pas de médiateur entre les deux parties. Moussa Traoré, quand même. Non, Moussa Traoré a dit qu'il n'est ni arbitre ni médiateur. C'est moi qui l'ai écrit dans mon journal. Laissez-moi terminer. Il n'est ni arbitre ni médiateur, Moussa Traoré. C'est ça, mais quand même. Il a simplement convié les gens chez lui. Et les gens savaient même pas. Demander de parler. Ils ne savaient même pas qu'ils allaient se rencontrer là-bas. Alors, donc, il y a un médiateur, même si c'est un médiateur international. Un comité de ministres qui va être appuyé, selon ce que Serge annonce, par un comité de chefs d'État. Okay. Alors, outre un médiateur, nous avons aussi des garants d'un éventuel compromis entre le M5 et le chef de l'État. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une rencontre en tête-à-tête entre le président de la République et les contestataires. D'accord. C'est ça qui manque aujourd'hui et c'est ça qu'il faut précipité pour aboutir à un accord. D'accord, des réactions oui, sur la page Facebook. Un mot sur la CEDEAO. Là où vous avez raison, quelqu'un qui critiquait la CEDEAO, c'est qu'en 2013, elle avait fait des recommandations, après les élections, si vous vous souvenez. On n'a pas appliqué ces résolutions. 2013-2018. On n'a pas appliqué ces résolutions. Est-ce que, je ne connais pas bien le mécanisme de la CEDEAO, est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme pour dire, attention, carton jaune, vous n'avez pas appliqué nos résolutions, il faut que vous les appliquiez. Là, il y a peut-être manqué à la CEDEAO depuis une espèce de structure de veille pour suivre les recommandations qu'elle avait faites à l'époque. Ok, voilà, quand même des réactions sur la page Facebook. Koïta qui dit c'est regrettable que ce soit la CEDEAO qui règle le problème malien. On reste sur l'ordre chronologique pour revenir sur le boulevard de l'Indépendance. On a vu des manifestants souvent déterminés à l'image de cette dame interrogée par nos reporters Aminata Marikokone et Malik Mbaye. Vous voyez comment les femmes sont motivées, déterminées et ensemble ils vont partir aujourd'hui. Si la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta n'est pas la solution, nous vivons dans un pays qui est malade. On a fait l'ordonnance. Le peuple malien a fait une ordonnance adressée à Ibrahim Boubacar Keïta. Qu'il regarde l'ordonnance, qu'il aille payer les médicaments qui soignent le mal du Mali, sinon qu'il démissionne. Voilà, Makan Kone, on a vu cette menace qui était en passe d'être mise en exécution avec cette délégation qui devait se rendre à Koulouba pour remettre la démission au président de la République, mais elle sera dispersée au niveau du musée national. Absolument. Moi, je crois qu'il y a aussi un problème de coordination, en fait. C'est que la veille, en réalité, la veille, c'est là où l'imam a joué un très grand rôle. En réalité, la veille, le comité stratégique du M5 et tout s'était réuni
Et c'était ça qu'ils avaient parlé. Ils avaient dit, dès que l'imam, dans le programme, dès que l'imam finit de parler, tout le monde se dirige à Koulouba pour remettre la lettre de démission. Mais bizarrement, ceux qui étaient là-bas peuvent témoigner, quand cela a été dit à la tribune, l'imam a eu une réaction, genre comme ça, comme s'il n'était pas au courant. Et heureusement qu'il a pu freiner cette... Parce que c'était vraiment... on était direct dans l'aventure, quoi. On ne savait pas tout ce qui pouvait se passer. Donc moi, je crois que c'est ça. Il faut qu'au niveau du M5 même et d'ICO, que les choses soient très bien coordonnées. C'est ça le problème. C'est que les réunions se tiennent. L'imam n'est pas là. Après, l'imam vient. Il y a un peu ce petit désordre. Or, les réunions même se tiennent à la CEMAS, comme on est au siège de la CEMAS. Donc on a senti ce manque de coordination un peu ce jour. Oui, Alexis, il y a cette exigence de démission, malgré certaines mesures qui avaient été annoncées par le président Ibeka, notamment l'application de l'article 39. On pensait que ça allait décrisper un tout petit peu les choses, mais le M5 tient toujours à sa revendication, celle de la démission du président et de son régime. Non, à ce jour, moi je reste convaincu que c'est vraiment une base de discussion. C'est vrai que au niveau de la coordination de M5, on peut scinder en deux groupes. Vous avez les modérés, ceux qui analysent froidement et qui disent trouvons un compromis, et ceux qui disent il faut qu'on balaye tout le système qui est là. Maintenant, oui, le pauvre imam est je crois que chacun se reconnaît. Voilà, mais l'imam est celui qui joue le modérateur et qui tempère les ardeurs d'un camp et de l'autre. Et heureusement, tout le monde est unanime que c'est lui qui mobilise, donc il est très écouté par les camps, mais c'est un exercice d'équilibrisme qu'il mène depuis le début. Mais en tout état de cause, je suis convaincu vraiment que le départ de Ibeka reste, disons, des hypothèses de négociation. Oui, des hypothèses de négociation, maître, mais quand même, on a vu, la mobilisation, c'était pas qu'à Bamako. On a parlé de Kai, on a parlé de Sikasso, de Mopti, de la diaspora. Et voilà, la dynamique, elle est toujours là. Vous pensez également, vous, que c'est une base de négociation, que c'est de la surenchère? Moi, je crois que c'est plus, je l'ai souvent dit, c'est une offre de dialogue. Demander au président Ibeka de démissionner, c'est lui demander de régler d'autres problèmes que sa propre démission. Parce que pour le faire démissionner, il faudrait user d'autres méthodes que de méthodes pacifiques. Or, le M5 s'interdit d'user de la violence. Si on n'use pas de la violence, je ne vois pas comment on peut, même moi, me chasser de ma maison, à plus forte raison, le président de la République de son palais. Les M5 parlent souvent de l'exemple algérien en disant que Bouteflika est parti le 9e vendredi. Oui, mais Bouteflika est parti, d'autres l'ont remplacé, qui ont liquidé le mouvement. Okay. Oui, donc il ne suffit pas de marcher, de faire des meetings pour faire partir et le président et son régime comme le réclame le M5. Donc c'est une offre de négociation. Il est important que le président de la République prenne la mesure de la détermination de ses opposants et leur propose quelque chose. Je crois qu'il a commencé. Il a commencé parce qu'il a annoncé un gouvernement d'union nationale, ce qui est très bien, parce que ça, quand on invite tout le monde autour de la table à manger, c'est extrêmement important, ça apaise de la table à manger, je dis bien. La deuxième chose, c'est que il est d'accord pour régler, pour rendre justice à ceux qui ont été spoliés de leur victoire lors des législatives. Cela suppose soit une dissolution de l'Assemblée nationale, soit une démission des élus mis en cause. Il a aussi activé, à mon avis, un processus qui a conduit à la démission de 4 juges de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, la Cour ne peut plus délibérer parce que l'article 4 du règlement intérieur de la Cour dit qu'elle ne peut pas valablement délibérer si au moins 5 juges ne sont pas présents. Or, aujourd'hui, il ne reste que Manassa et la présidente de la Cour et 3 autres. Okay. Et donc, le processus a commencé. Il s'agit de le parachever. De le parachever par quoi? On le dira lorsqu'il y aura un tête-à-tête. En tous les cas, je tiens à souligner quelque chose. Rien
n'est impossible juridiquement à un président de la République. Tout ce qui peut être fait légalement peut être fait. Tout ce que la loi ne peut pas permettre peut être fait aussi en application des pouvoirs exceptionnels prévus par l'article 50 de la Constitution. Donc le pays ne peut pas rester bloqué. Je crois que demander... Pardon, je t'ai coupé, je ne sais pas si tu as fini. Allez-y. Demander la démission du président de la République, c'est une stratégie de négociation. On met la barre à un certain niveau, si vous voulez. Vous avez vu ce qui s'est passé en moins d'une semaine. Le président s'est exprimé, il a dit « je vous ai compris, j'ai entendu ». 48 heures après... il devait recevoir l'opposition, la contestation. Moi, je dis, on dit opposition, mais je préfère parler de contestation. Ils ont dit non, on ne vient pas. Mais le même jour, il s'est rendu à l'Assemblée nationale. Là, il y a un problème. Parce qu'avant son arrivée à l'Assemblée nationale, tout le monde pensait qu'il allait venir. On aurait entendu parler de dissolution de ceci, cela. Est-ce qu'il a changé de discours ou pas? Au CICB, l'histoire le dira un jour. Mais ce qu'il a déclaré à l'Assemblée nationale, c'était d'aller un peu plus loin que dans son premier discours. Puisqu'il a dit oui, on va voir la Cour constitutionnelle, on va voir l'Assemblée nationale. Donc il a laissé entendre que ce sont des sujets qui n'étaient pas du tout tabous. Et vous avez vu la CEDEAO, ce que la CEDEAO dit. Le détonateur de la crise au Mali, c'est la Cour constitutionnelle. Attention quand même, ils sont quand même allés plus loin, ils sont allés fort. Donc aujourd'hui, de mon point de vue, ça tourne autour de trois choses. Vous avez l'Assemblée nationale, vous avez la Cour constitutionnelle et vous allez avoir la primature. Je pense que les négociations vont tourner autour de ces trois points. D'après ce que je constate, je ne dis pas ça parce que c'est un degré d'information, mais c'est quand je prends le recul et que j'analyse que je constate cela. Ensuite, pour terminer, le M5 est absolument contre la violence. Et ça, ils ont démontré cela. Ils sont contre la violence. Même la première fois, après la manifestation, lorsqu'il y a eu des manifestants qui sont allés un peu plus loin, je sais qu'il y a un comité restreint, des gens l'ont condamné. Donc je pense, comme Maître Konaré, c'est bizarre qu'on s'entende pour une fois, qu'il y a matière à s'entendre et que les deux camps pourraient, pour cette semaine, à mon avis, s'entendre. D'accord. C'est la semaine décisive. On va parler des hypothèses, mais Makan, on va s'arrêter un tout petit peu sur cette tentative d'aller remettre la démission du au président de la République, puisque l'histoire politique du Mali, la lettre ouverte du 7 août 1990, est-ce que vous pensez que c'est démocratique, républicain, d'avoir dispersé cette délégation au niveau du musée national, sachant bien que Moussa Traoré, qui avait été qualifié de dictateur, a accepté de recevoir une délégation du mouvement démocratique pour qu'elle lui remette une lettre de démission? Non, moi je crois personnellement, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est organisé, mais moi j'aurais préféré qu'ils organisent bien et tout. Et que, moi personnellement je me dis, le président pouvait les recevoir, comme Moussa Traoré l'a fait, recevoir la lettre. Et je me dis peut-être même que ça allait calmer un peu les gens et tout. C'est ça la violence qu'on craignait en réalité. Maintenant, dans quel cadre les gens ont réagi? Est-ce qu'ils ont reçu des consignes pour que personne ne passe au-delà du musée national? Est-ce qu'ils l'ont fait de main? Est-ce que le président était même au courant qu'on allait lui remettre une lettre? Est-ce que le président était même à Koulouba? Il y a toutes ces questions qui doivent être posées. Mais je dis personnellement, s'il était informé, il n'y avait aucun problème à recevoir une lettre de trois inoffensives personnalités. Quoi. En plus, la marche était quand c'était vendredi. Il savait que le président n'était pas à Koulouba, probablement. Il n'était pas sûr. Mais c'est-à-dire, c'est un geste, c'est un symbole. Le président de la République travaille à Koulouba. Donc l'idée, c'est d'aller à Koulouba, remettre la lettre au portier, au courrier. Et je remercie Alexis parce qu'Alexis m'a dit allons-y. J'ai dit moi je ne vais pas là-bas. Parce que tu vu, moi je ne suis pas allé. Alexis voulait qu'on aille pour une fois qu'il est venu à une manifestation. Il dit c'est on va aller sur. J'ai dit Alexis, moi je ne vais pas là-bas. Les radicaux avaient proposé qu'ils aillent. Oui. Moi j'ai beau être journaliste, une fois intelligent. C'est un des responsables du M5 qui dit non, que Sebeni Koro, c'est son domicile privé et tout, et que c'est mieux d'aller à Koulouba. Donc on a bien fait de ne pas le suivre. Maître Konaré, on est dans les images, on est dans les images, parce que le président avait, c'était la main tendue du président. C'est quand même un peu paradoxal de tendre la main, et au moment où on voudrait déposer une lettre de démission dans cette main-là, Non, mais c'est vrai que le président tend la main. Mais peut-être qu'il n'attend pas assez, mais il tend quand même la main. Moi, je suis très critique vis-à-vis de son action, mais en période difficile, il faut voir les gestes quand même. C'est-à-dire qu'il est
Et il est descendu, je ne dirais pas de son piédestal, mais il est quand même un peu descendu. Prononcer le nom de M5, etc. D'accord. Excusez-moi, je vous ai coupé la parole, mais je tenais à vous dire. Non, c'est qu'il a arrangé. Non, je crois que la main là, elle disparaît promptement. Mais non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Quand la lettre est trop chaude. Non, je ne crois pas parce que on voit vraiment qu'il y a du côté présidentiel une offre. Hein. Il y a une offre et une disposition à négocier, à dialoguer et à s'entendre sur quelque chose. Il faut qu'il aille plus loin. Oui, maintenant, aller plus loin peut-être signifie que les autres viennent. Je ne sais pas exactement ce qui a fait que la première rencontre n'ait pas lieu, mais ce qui est évident... Oui, non, ils ont expliqué et moi j'adhère parce que c'était... Vous avez dit. Non, ils ont expliqué que eux, ils voulaient à la limite une rencontre B2B. Donc, on a tenté de noyer ça dans un truc global et ça se justifie. Mais en tout état de cause, ça ne peut pas se faire sans face à face. À la limite, ce serait même mieux que ce soit à deux. L'imam Diko et Ibeka, c'est sûr qu'ils s'entendront à quelque chose qui pourrait être élargi après. D'accord, on reste toujours autour de cette actualité. Cette fois-ci avec des démissions annoncées au niveau de la Cour constitutionnelle. Maître Konaré, vous en parliez tout à l'heure. À supposer que dans ce contexte-là, on soit sans Cour constitutionnelle, à quoi pourrait ressembler le pays? Puisque la Cour constitutionnelle, c'est quand même sur la constitutionnalité des actes. Un pays sans Cour constitutionnelle, pour le moment, à quoi pourrait-on s'attendre? Moi, je crois qu'il y a un mouvement de démission provoqué. Sur les 4 juges de la Cour constitutionnelle qui ont démissionné, 2 avaient été nommés par le président de la République. Je suppose que c'est lui qui leur a demandé de démissionner. Il se murmure aussi que la présidente de la Cour avait été entreprise pour démissionner, mais qu'elle a dit niet. Alors donc on a fait le vide autour d'elle et aujourd'hui la Cour ne peut plus servir à rien. Pour la remembrer, c'est-à-dire nommer des gens à la place des démissionnaires, il faudrait attendre un compromis global sur l'ensemble de la crise politique. Alors c'est en ce moment qu'on saura qui va être nommé où, suivant quels critères. De toutes les façons, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, il va falloir relire la loi portant organisation de la Cour constitutionnelle, réduire les pouvoirs de cette Cour et faire en sorte qu'elle ne puisse plus transformer des élections générales en élections judiciaires. Elle a trop de pouvoirs. S'il arrive, on peut par exemple mettre dans la loi que s'il arrive que suite aux annulations opérées par la Cour, le rang des candidats change, la Cour sera obligée de renvoyer les gens devant les électeurs. Ça, c'est une manière démocratique de régler le problème. Mais vraiment, en l'état, je pense que la Cour a trop de pouvoir et il faut corriger ça. Au sein de la Cour, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on a une Cour constitutionnelle qui aujourd'hui n'existe quasiment plus. J'ai rencontré, je ne vais pas citer le nom, l'un des 4 premiers démissionnaires, qui dit tout simplement, si ça peut faciliter les choses, nous, le Mali, on met le Mali au-dessus de tout, c'est pour ça, moi, je rends ma démission. Je lui ai posé une deuxième question, mais il n'a pas voulu répondre, mais déjà répondre à une première question, c'est déjà important. Et il a ajouté à la fin, je te dis, il ne faut pas appeler mon nom. Je dis, je fais ce métier depuis 30 ans, si j'appelais les noms, je ne serais pas là. Donc, effectivement, il y a eu démission. Donc, la Cour est fragilisée. Ce que je sais aussi, comme Konaré, décidément, aujourd'hui, c'est que la présidente de la Cour a refusé de démissionner. Elle est entreprise, elle a refusé de démissionner, mais je pense que demain après-demain, on va régler probablement le problème de la Cour. Oui, Alexis, il y a également on entend des choses au niveau de l'Assemblée nationale. On semble être dans une certaine incertitude institutionnelle, des démissions en cascade à la Cour constitutionnelle. Au niveau de l'Assemblée nationale, des députés qui se rejettent la responsabilité bien élue ou mal élue. On semble aller dans une certaine incertitude. Non, il est évident, puisque dans
le problème, on met dans l'assiette, aussi, dans le panier aussi bien la Cour constitutionnelle que justement ces députés par qui le scandale est arrivé. Je pense que ça va être une question globale, de sorte que si pour régler on finit avec l'Assemblée, il faut qu'on trouve un compromis dynamique par rapport aux députés Manassa, comme on dit. Oui, Magankone, il y a 3 camps quand même à l'Assemblée. À l'Assemblée nationale, il y a 3 camps. Le président de l'Assemblée nationale a souhaité une motion de soutien au gouvernement. Et tout de suite, on a vu qu'il y a eu 2 tendances. La tendance de Yelema, M. Moussamara, avec le député, le jeune Sidibé. C'est lui qui nous reçoit un peu ici. Voilà. Et donc lui, il a dit non, nous ne sommes pas un des clubs de soutien au président de la République. Le deuxième cas, c'est M. Diallo qui a fait une déclaration pour dire écoutez, voilà ce que je propose, qu'on reprenne les élections dans les circonscriptions où elles sont contestées, notamment où les résultats ont changé sur la table des sages, des 9 sages, ce qui rejoint la proposition de la CEDEAO. Je veux dire que si on a une opposition qui n'est pas homogène aujourd'hui, on a une Assemblée nationale qui certes a la majorité présidentielle, mais qui n'est pas également homogène sur le sujet. Le problème à l'Assemblée va être quoi? Est-ce qu'on dissout l'Assemblée nationale? C'est très facile, c'est-à-dire le Premier ministre fait une politique de déclaration de politique générale, une déclaration, il n'a pas le soutien, l'article 42 est là, il est obligé de partir. Ça, c'est évident. Ça, c'est juridique. Mais il peut y avoir des solutions politiques. Ou est-ce qu'il faut maintenant recommencer les élections là où elles sont contestées? Vous savez qu'il y avait le collectif des députés spoliés par la Cour constitutionnelle. Vous savez, ils étaient 30, aujourd'hui, ils sont 75. Okay. Parce que d'autres ont été s'inscrits rapidement. D'accord. Okay. Comme le dirait Sakiou, ça devient report politique. Donc, là aussi, il faut pouvoir s'en sortir. Mais on va trouver, de mon point de vue, une solution juridico-politique. D'accord. Magankone, tiraillement au sein du Parlement, démission en cascade au niveau de la Cour constitutionnelle. Si cette tendance se poursuit, est-ce qu'il y aura un 3e tour du M5 RFP au monument de l'indépendance? Est-ce qu'il pourrait y avoir une 3e sortie? Parce que les choses apparemment sont en train de se régler d'elles-mêmes. Non, moi je crois peut-être qu'il est possible qu'il y ait un 3e meeting, mais il y aura peut-être, on en parlait tout à l'heure en off avant l'émission, il y aura peut-être des tentatives de désobéissance civile. Cette semaine, peut-être 1 ou 2 jours avant que, comme Serge l'a annoncé, on trouve une solution à cela. Mais ils ont une conférence de presse demain à 16h30, comme ils ont dit, ils vont dire ce qu'il y a lieu de faire. Mais en tout cas, ce qui est important, moi, à mon avis, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose au Mali depuis un certain temps. Et que la gestion du pays ne sera plus jamais comme avant. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, parce que tout le monde se détrompe, excusez-moi, tous ces leaders qui sont au meeting, en fait, cette foule, elle n'a en réalité pas de leader en tant que tel. Ça, c'est le peuple véritable dont on parle, qui est frustré, qui est mécontent, qui pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on se lève, qu'on dénonce certaines pratiques. Aujourd'hui, c'est véritablement les Maliens. C'est pourquoi il faut aussi prendre le temps pour régler définitivement cette gestion, cette manière de gérer, cette malgouvernance du pays et faire en sorte que personne, à la limite, sauf le peuple, ne s'arroge la victoire finalement. Parce qu'après, quand on va arranger tout ça, il faudrait que ce soit ni Diko, ni les M5, ni personne qui disent c'est nous qui avons. Non, non, non. Ce sera le peuple qui aurait gagné. Donc moi je crois que le peuple même, ceux qui marchent tous les jours doivent travailler à ça. Même les hommes politiques en premier doivent travailler à ça. Parce que je ne veux pas qu'ils aillent s'adosser aux religieux comme ils le font, qu'ils continuent à faire ça. Après on va dire on a regretté, on ne savait pas que ça allait se passer comme ça. Il faut donc véritablement que la victoire soit celle du peuple et qu'elle reste celle du peuple. Oui, ok. J'ai oublié tout à l'heure. On demande beaucoup plus la démission du président, mais on parle très peu du Premier ministre. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez observé, est-ce que c'est une stratégie de l'opposition de demander la démission du président de la République? Est-ce qu'il protège le Premier ministre ou est-ce qu'ils veulent dire le Premier ministre pour nous, ce n'est pas le problème, c'est le président de la République? Je n'ai pas assez d'éléments, mais je voulais souhaiter quand même exposer cela. On entend très peu parler de demande de démission du Premier ministre. Oui, Maître Bonari. Moi, je souhaite qu'on aille au-delà des détails. Il faudrait qu'à l'issue de cette confrontation, le Mali puisse gagner. Le Mali va gagner comment? Premièrement, il faut que le consensus revienne dans la gestion des affaires publiques. Depuis 2018, je vous l'ai dit,
on ne peut pas appliquer la démocratie à l'occidental ici, une majorité qui gouverne et une opposition qui crève la faim. Ça ne marche pas. Il faut partager les choses de sorte que l'opposition puisse avoir son compte dans le système institutionnel et ne devienne pas une opposition putschiste. Il faut régler ce problème. Laissez-moi terminer. La deuxième chose, c'est qu'il faut des garanties pour l'avenir. Il faudrait que désormais les élections soient de vraies élections. Que ce ne soit pas une simple foire d'empoigne où l'argent est roi. Et au finish, un troisième tour à la Cour constitutionnelle qui décrète qui doit être élu ou pas. Il faudrait que, au finish, l'ensemble national puisse s'attaquer aux problèmes du pays, aux problèmes réels, le problème d'eau, d'électricité, le problème alimentaire, le problème sanitaire, le problème des infrastructures. D'accord. Alors, il faudrait que tout compromis qui va intervenir doit tenir compte de ces préoccupations-là. D'accord. Mais si toute cette affaire se termine par un simple gouvernement d'union nationale sans qu'on aborde les autres aspects liés à l'amélioration du processus démocratique et à l'amélioration des conditions de vie des Maliens, ça veut dire que le mouvement n'aura servi à rien. Oui, non, Alexis, ensuite, madame. Il y a un religieux qui disait que la politique est la forme supérieure de la charité. Il faut qu'on parvienne à cela de sorte que, à la limite, que celui qui fait la charité soit juste, celui qui fait la politique soit justement en dehors du quotidien et qu'on n'aille pas à la politique pour manger, qu'on soit dans un camp ou dans l'autre. Ça veut dire qu'on a réglé ces contradictions primaires et on veut se mettre au service de la majorité. Et pour cela, il faut des règles de gouvernance. Je pense que là où je vois le bien en ce mouvement, c'est que de façon globale, on pourrait mettre des règles qui soient impersonnelles, qui résistent au temps et aux contingences et qui puissent permettre d'avoir une nation réellement plus calquée sur une personne ou qui ne soit pas, qui ne soit pas gouvernée selon les humeurs d'une personne. D'accord. Moi, j'allais dire rapidement, excuse-moi. Moi, j'allais dire rapidement que je suis pas tout à fait en désaccord avec Maître Konaré, mais je crois que ce qu'il a dit, non, pas tout à fait. Ce qu'il a dit, on l'a essayé. C'est-à-dire qu'on a vu la conférence d'entente nationale, le dialogue national inclusif, l'accord politique de gouvernance entrer dans ce cadre. C'est faire venir des opposants dans le gouvernement pour que tout le monde soit impliqué dans la gestion du pays, pour que tout le monde, en tout cas, y ait un certain partage. Mais tout ça n'a pas marché. Moi, je crois que tout ça n'a pas marché parce que le problème fondamental de ce pays, c'est l'injustice. C'est aussi simple que ça. Même la malgouvernance, c'est l'injustice. Les décisions que la Cour constitutionnelle a prises, c'est de l'injustice. C'est-à-dire qu'on a brimé des gens. Il faut que les gens soient justes les uns vis-à-vis des autres, à commencer par les plus hautes autorités. Si on met la justice à sa place, c'est fini, tout va aller... Alors, vous voyez, on parle généralement de leadership, qu'il faut un leadership. Mais le leadership, oui, mais ça ne suffit pas après. C'est-à-dire que les règles ne sont pas respectées. Prenez le dialogue national inclusif. Il y a des résolutions qui ont été prises. Il y a un comité de suivi qui devait être mis en place. Il n'a jamais fonctionné. Il s'est réuni une seule fois. Pourquoi doit-on attendre nécessairement qu'il y ait une crise avant de pouvoir agir? Alors j'ai j'ai inventé tout, j'ai parlé de Bing Bang, j'ai parlé de SMIC politique, de ceci, mais comme si, mais ce qui est terrible, et ici, et ce que je constate, c'est comme s'il y a un sabotage à l'intérieur même du système. Ça, je voulais dire ça. Hein. La deuxième chose, c'est que quand vous avez une contestation, une opposition, il y a quand même une majorité. La majorité n'a jamais été aussi molle que ça. C'est hier que j'ai lu le communiqué de la majorité qui appelle à l'opposition à discuter. Est-ce que le président de la République a véritablement une majorité? Oui, point d'interrogation. Maître Konaré, comment est-ce qu'on pourrait se projeter dans les perspectives, hein? Il y a une conférence de presse du M5 RFP demain. On attend une éventuelle visite de chef d'État, Serge vient de dire. En termes de perspectives, à quoi pourrait-on s'attendre dans les jours à venir? Moi, je crois qu'on va trouver un accord. Chaque parti en conflit a mesuré ses propres limites. Le M5 s'est bien rendu compte qu'il n'est pas facile de faire partir le président.
le président se rend compte qu'il ne peut pas gouverner avec cette foule dans la rue. Et donc, un accord est devenu nécessaire et cet accord, on va le trouver. Je dis simplement qu'il ne faudrait pas que l'accord soit bancal. Il faudrait qu'il s'agisse d'un accord global qui touche aux problèmes réels du pays. Et les problèmes réels du pays, c'est la malgouvernance, c'est une démocratie qui va brinque-ballant, c'est les problèmes socio-économiques qui vont crescendo, mais c'est aussi des lois qui ne sont pas appliquées ou qui sont mauvaises. Alors il faut mettre tout ça dans un paquet afin qu'on reparte d'un nouveau pied. Oui. Vous savez, la communauté internationale est en train d'attendre du gouvernement qu'il applique l'accord d'Alger. Et cela passe par une révision de la Constitution. Tout ça n'est pas possible avec des foules dans la rue tous les jours. Oui. Il faut trouver absolument un compromis et le plus tôt possible. Alexis Calambri, en termes de perspective, à quoi s'attendre? Oui, en fait, on a vu ce qui est faisable et acceptable et par les textes et par la raison et par la communauté internationale et on a vu ce qui ne l'est pas. Je pense que ceux qui demandent la démission du président voudraient bien au moins laisser cette doléance et du côté de la majorité accepter qu'on aille, disons, vers un gouvernement d'union, vers une nouvelle assemblée, vers, disons, une cour constitutionnelle réformée et avec des règles, disons, plus ouvertes et plus élargies pour tout le monde. Une feuille de route, tout à fait. Mais en tout état de cause, le mouvement au moins aurait servi à ce que tout le monde voit que l'union fait la force et que quand on s'entend, on peut arriver à des choses. Bakankone, on semble être déjà dans une espèce de transition. Absolument. Avec la redevabilité, notamment avec l'application de l'article 39, sous la pression de la rue. Vous savez, Makan, si vous permettez, il y a un aspect qu'on ne voit pas. Si vous voyez, quand ATT partait, on a fait le vide. Alors, tout ce qu'on a obtenu, c'est l'avancée des mouvements djihadistes sur le terrain parce que le commandement était désorganisé, parce que je pense qu'il y a toute cette donne à mettre dans le panier pour l'analyse. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi j'ai dit, mais tout ça est un peu adossé à l'injustice que le pays connaît. Tout ce qui, vous demandez 10 personnes, 9 peuvent vous citer un acte d'injustice que la personne qu'elle a subi. Donc, un pays ne peut pas marcher comme ça. C'est que les gens, ils sont assis chez eux, frustrés, injustes. On pense que, comme les malades disent, bingerankan tout le temps. Donc, il faut que cette justice, il faut que les gens s'asseyent, il faut que véritablement qu'on ait une justice qui marche, et une justice, comme on dit, juste. Ça, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Maintenant, la transition dont vous parlez tout à l'heure, on ne peut pas faire l'économie d'une transition au Mali. Aujourd'hui, on est obligé, depuis 2012, qu'on dit aux gens, il faut qu'on s'asseye pour parler. Donc, on arrange des petites rencontres, des petits... c'est pas possible. C'est comme je viens de le dire, les dialogues nationaux. En parlant de transition, vous appelez à la 4e République? Non, pas forcément. Moi, je crois, même quand... c'est-à-dire, on peut aujourd'hui faire genre, comme on dit, c'est-à-dire un gouvernement d'union nationale, associer tout le monde, se mettre d'accord sur certaines pratiques et puis profiter de ça pour revoir tous nos textes, nos lois et tout. Moi, je crois que ça, c'est important. Et puis, il faut, je vais en finir, il faut qu'on ait des institutions fortes. Il faut déjà que maintenant, c'est pour vous dire que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que le président doit partir comme ça. Aujourd'hui, il faut qu'on renforce nos institutions. C'est indéniable. Vous avez vu, aujourd'hui, on a quoi? On a 6 à 7 premiers ministres. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, au Niger, tout près, depuis que le président est arrivé, il n'a qu'un seul premier ministre. Tant qu'on ne parvient pas à stabiliser notre pays également, rien ne peut marcher. On a combien de ministres qui sont passés, combien de... C'est pas possible. Il faut que les institutions soient véritablement
forte. Et ça, il faut qu'on ait des élections crédibles et tout. Il faut que le peuple soit associé à tout ce qui est État. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a du travail, hein, mais il faut que les gens s'asseyent pour parler. D'accord, Serge Daniel. Non, mais je partage cela. Ce que je souhaite, c'est que je pense que c'est une semaine décisive. Nous avons la chance d'avoir à la tête de la contestation, cette fois-ci, pas un homme politique, un homme de la société civile religieuse, mais doublé de politique. Qui, je le répète encore, contrairement à d'autres, qui ne veut pas le pouvoir pendant 5 ans, qui veut pas. Non, ce n'est pas son objectif. Changer les choses. Et de l'autre côté, c'est probablement d'avoir, au sein de la majorité, la chance d'avoir un chef comme le président de la République. Parce que, dites les choses, mais il subit tellement de critiques, on le tape tellement là-dessus. Mais je pense que la paix se fera probablement avec lui. Pour une simple raison, que si c'était d'autres, au sein même de sa majorité, ils sont plus extrémistes que lui. Moi, j'ai de l'espoir. Sur la base des informations que j'ai de l'espoir parce que c'est notre pays. Et j'ai de l'espoir surtout parce que pour la première fois, je me suis entendu avec Konaré. Oui, en 30 secondes, si on peut savoir la une de la lettre confidentielle, en 30 secondes. Voilà, demain, la lettre confidentielle demain, c'est un spécial. Je fais un portrait de Diko. Je sors la galaxie de Diko. Qui est Diko? Vous allez voir que son premier conseiller, c'est sa fille. Il a une fille qu'il adore. Ensuite, vous allez voir, son conseiller politique, c'est Shogel Maïga. Il a un conseiller diplomatique qui est à travers Oxfam. Donc, je décris la galaxie de Diko. C'est qui, comment il fonctionne, avec qui il fonctionne. Ça, c'est le dossier central. Et pour le reste, il faut aller lire. Voilà. Le temps de vous rappeler qu'à partir de 21h, nous allons approfondir le débat avec une émission entre spécialistes. Quelle perspective institutionnelle, un face-à-face entre Maître Kassoum Tapo, ancien ministre de la Justice, ancien porte-parole du Front pour la sauvegarde de la démocratie et de la République pendant le coup d'État, également qui a porté la révision constitutionnelle sous Ibeka. Face à lui, Dr Brahima Fomba, qui lui était dans Ante Abana. Quelle perspective institutionnelle à 21h avec Omer Dissa. Et bien avant 20h30, Raki Tala, ancien ministre, sera également notre invité pour donner la vision de l'UMRDA par rapport à tout cela. Merci d'avoir suivi ce débat. Nos remerciements à la jeune équipe de réalisation, Fatoumata Keita, Kadiatou Keita Dija et puis Fatoumata Sissao, à la réalisation Oumar Sangaré. Merci de l'avoir suivi et à dimanche prochain, Inch'Allah. Ouais.